merci d'être venus une nouvelle fois nombreux pour cette deuxième conférence de la matinée. Je me mets là pour éviter les interférences avec l'enceinte. Donc, après la présentation de maintenance connectée, nous allons passer dans le vif du sujet avec une mise en application avec donc Alexandre Maximovic, qui est donc responsable technique maintenance et services de la marque Actemium. Donc, vous rappellera ce que c'est. Bon, enfin, voilà, ça fait partie du groupe Vinci Énergie. Avec des mises en application concrètes, enfin le détail de la mise en application concrète de nouvelles solutions de réalité augmentée, d'objets d'IoT, d'outils de mobilité également. Et donc il va vous expliquer tout ça et évidemment les retours d'expérience qui s'en suivent. Merci. Merci. Donc, je travaille pour la marque Actemium, qui est la marque qui est dédiée à l'industrie et au process industriel du groupe Vinci Énergie. Je travaille dans une équipe qui est transversale et qui s'occupe donc essentiellement, enfin moi je m'occupe essentiellement de maintenance. Donc Actemium, en maintenance, on a à peu près 400 contrats, 500 contrats au travers du monde, 300 en France, et on fait un quart du chiffre d'affaires d'Actemium, qui est de 2,5 milliards dans les activités de maintenance. Il y a 5 ans, lorsque j'ai rejoint la marque Actemium, mon chef m'a demandé de travailler sur la maintenance 4.0. Voilà. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Il m'a dit, Alexandre, je te demande de prendre en charge tous les sujets de maintenance 4.0, tu verras, c'est formidable, il y a du prédictif, il y a des IoT, il y a du big data, de l'AR, du VR, etc., etc. Moi, je venais de mes contrats de maintenance, j'avais déjà 10 ans d'expérience dans la maintenance, je n'ai pas compris la moitié des mots et des acronymes qu'il a utilisés, parce que moi, j'étais plutôt dans des acronymes totalement différents. Je m'occupais d'indicateurs de performance, de tableaux de bord, de retour sur investissement, de taux de fréquence, etc., etc. Et donc j'ai eu l'impression pendant un moment que j'avais loupé plusieurs wagons, plusieurs trains d'ailleurs, d'évolution technologique. Je me suis dit, donc, par curiosité, je vais accepter évidemment, mais surtout parce qu'on se doit de répondre à son chef. Oui, chef, aucun problème, je vais m'en occuper. Donc j'ai creusé le sujet. J'ai rencontré plein de gens très intéressants et qui travaillent dans le milieu de l'industrie 4.0 et j'ai participé à de nombreux projets sur le 4.0 et force a été de constater au bout d'un moment qu'il y avait 2 obstacles majeurs à se lancer dans les projets 4.0 et à comprendre tout ce qu'il y avait derrière l'industrie 4.0. Ce sont des problèmes de vocabulaire et des problèmes de connaissances théoriques, des connaissances fondamentales. Donc je vais illustrer ce propos, ces deux points, par 2 exemples. Le premier point, c'est le vocabulaire. Je pense que vous avez tous entendu parler de la CIA. Et donc je vais vous demander, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce terme anglais, donc Central Intelligence Agency, en français? Non? Personne ne se lance? Alors je vais le faire pour vous. Ça s'appelle l'Agence centrale de renseignement. Deuxième exemple, sur le vocabulaire, on est tous amenés dans nos activités à travailler avec ce qu'on appelle une BI, une Business Intelligence. Traduction de Business Intelligence. Personne? Allez, j'y vais. Ce sont les renseignements commerciaux. Et vous trouverez sur Internet des traductions un petit peu folkloriques du style informatique décisionnelle ou autre chose. Mais comprenez bien qu'on cherche simplement à obtenir des renseignements commerciaux d'un système d'information. Et maintenant, et c'est là où je voulais en venir, traduction de Artificial Intelligence. Ça c'est pour répondre à Bruno. Comment est-ce qu'on traduirait Artificial Intelligence en français? Eh ben, si intelligence, ça veut dire renseignement en anglais, on est en train de parler de renseignement artificiel. Alors forcément, c'est beaucoup moins sexy
qu'intelligence artificielle, mais ça remet bien les choses à leur place. On est en train de parler de logiciels qui intègrent effectivement une partie de notre intelligence, c'est une algorithmie qui est très avancée, qui nous permet aujourd'hui de faire des calculs très avancés, mais l'intelligence, elle est bien du côté de la personne qui sait utiliser ces logiciels, et ce n'est pas le logiciel qui est intelligent. Donc, le vocabulaire est un des points bloquants pour l'adoption de toutes les notions d'industrie 4.0 et aussi de maintenance 4.0. Donc c'est un point important. Si vous voulez, après la présentation, vous pouvez venir sur mon stand pour parler de tous ces buzzwords qu'on utilise, de tous ces mots donc modernes qu'on utilise et qui prêtent souvent à confusion. Pour illustrer le deuxième point, c'est-à-dire les connaissances théoriques, je vais vous montrer deux phrases. Deux phrases que j'ai été amené à côtoyer lors des différents projets qu'on a gérés. Ça va vous rappeler de bons souvenirs, je pense. La première phrase, la méthode du Qui 2 montre qu'il faut conserver toutes les variables pour calculer la prédiction. Voilà. Donc quand on se lance dans des projets 4.0, c'est typiquement le genre de phrase que l'on peut rencontrer au cours du projet. Et cette phrase, elle a de lourdes significations, enfin un sens très très lourd en termes de projet. La personne qui faisait l'analyse des données était simplement en train de m'expliquer que le test qu'il utilisait montrait que la variable qu'il voulait prédire était totalement indépendante de toutes les variables qu'on lui avait fournies. Ce qui veut dire qu'on ne lui avait pas fourni la bonne variable, ou les bonnes mesures. Et donc, quelque part, il fallait remettre d'autres variables en jeu, ou alors équiper l'installation avec d'autres capteurs. Et donc ça, c'est une phrase que l'on peut rencontrer lorsqu'on gère des projets 4.0. Deuxième phrase, c'est « Le modèle prédictif en boucle fermée ne permet pas d'assurer la robustesse de la commande ». Alors là, quand on a fait un petit peu de contrôle commande, on comprend que la personne qui essaie d'asservir ne sait juste pas asservir le système, qu'il n'utilise pas la bonne technique pour asservir le système, parce que typiquement, c'est une problématique classique d'asservissement. Donc quand on n'arrive pas à assurer la stabilité d'un système, eh bien on change de technique d'asservissement et d'approche, tout simplement. Et donc, tout ça, ces deux premiers points, donc le vocabulaire et les connaissances fondamentales, sont deux premiers obstacles qu'il faut franchir lorsqu'on veut mettre en œuvre des projets 4.0. Et donc, le premier facteur clé que je voudrais partager avec vous pour commencer des projets 4.0, c'est de définir, en fait, totalement votre projet 4.0, en amont. Vous vous appuierez sur vos équipes, les projets et votre budget. Et toute ma première introduction, tout mon premier speech sur les connaissances et les expertises métiers concerne en fait l'équipe. Il faut réunir au sein des équipes, de l'équipe que vous allez constituer, toutes les connaissances métiers qui vous permettront de comprendre les différentes techniques, les différentes phrases dont vous avez besoin pour traiter, par exemple, de la donnée. Les expertises métiers, j'en ai pas beaucoup parlé, mais elles sont fondamentales. Quelqu'un qui ne connaît pas votre métier ne saura pas où chercher l'amélioration. La deuxième partie, les projets. Généralement, pour définir vos projets 4.0, vous êtes les mieux placés en fait, pour les définir, parce que vous connaissez les pertes de votre installation et les performances que vous voulez atteindre. Donc du coup, ce n'est qu'une analyse. Et cette analyse, vous l'avez. Normalement, vous mesurez vos pertes et vous savez quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Et enfin, ces pertes sont souvent quantifiées et du coup, vous avez votre retour sur investissement. Du coup, vous pouvez aussi définir votre budget. Et donc, un premier facteur clé pour se lancer dans les projets 4.0, c'est de travailler sur ces trois axes-là. Un deuxième facteur clé, c'est de ne pas déconnecter les projets 4.0 de votre réalité quotidienne. Et donc là, je vais utiliser le support de la maintenance, mais ce que je vous dis en maintenance est vrai aussi en projet, est vrai aussi en qualité.
Lorsque vous constituez votre projet 4.0, il faut aussi penser en amont aux impacts que ça va avoir sur votre stratégie de maintenance ou sur votre politique de maintenance. Et vous remarquerez sur ce graphique que l'on retrouve en ordonnée le management, l'analyse, les méthodologies utilisées en maintenance et les outils. Donc en fait, on retrouve ici en ordonnée les gens, les effectifs, l'équipe. En abscisse, on va retrouver les performances que l'on cherche à atteindre. Et tout l'art du responsable de maintenance, c'est de se positionner au bon niveau de maintenance, sur le bon type de maintenance, pour atteindre en fait ces objectifs. Donc deuxième facteur clé de succès, c'est intégrer totalement votre projet 4.0 dans votre organisation actuelle de votre entreprise, et notamment sur le côté maintenance. Alors pour en arriver au troisième facteur clé, je vais d'abord vous présenter tout un tas de projets que nous avons réalisés et surtout de concepts que nous avons mis en œuvre pour nos activités de maintenance chez Actemium. Donc 4 thématiques: réalité augmentée, maintenance prédictive, outils de mobilité et Internet des objets. Premier projet, donc nous nous sommes équipés d'une plateforme de réalité augmentée au sein d'Actemium pour venir en fait au support à nos contrats de maintenance. Alors c'est Actemium Suisse qui pilote cette plateforme et qui fait les développements dans cette plateforme. La plateforme intègre des solutions sous forme de briques logicielles, et ces briques logicielles permettent de traiter différentes fonctions. Typiquement, sur ce cas d'usage, c'est pour un de nos contrats en Pologne, nous avons utilisé la partie réalité augmentée comme assistant de l'opérateur sur site pour l'aider à faire ses gammes d'intervention et d'inspection. Et nous avons utilisé une deuxième brique qui permet de réaliser les rapports sur le terrain et donc derrière de venir les intégrer directement dans le système d'information du client. Donc nos enjeux étaient d'une part, alors là c'est des enjeux très pratiques, hein. Ce système est un système hydraulique immense. Il y a beaucoup d'huiles différentes à l'intérieur des différents systèmes hydrauliques. Et l'objectif était de ne pas se tromper lorsqu'on faisait les appoints d'huile ou lorsqu'on changeait l'huile. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les différents circuits avec des QR codes et nos techniciens, sur leur smartphone ou sur leur tablette, avaient immédiatement l'information du type d'huile et des quantités à rajouter dans les circuits. Ça, c'était un des besoins initiaux du projet. Ensuite, on a complété par nos gammes de maintenance et puis les rapports qui étaient écrits directement, enfin qui étaient saisis directement sous forme de texte ou sous forme audio à l'intérieur des smartphones ou des tablettes. L'avantage pour nous de réaliser et de maîtriser nos solutions 4.0, c'est que nous ne traitons pas certaines problématiques dont on entend parler aujourd'hui communément, comme par exemple la sécurité des données. Nous installons nos solutions sur site, et donc, du coup, les informations ne vont pas sur Internet. On l'installe chez le client, avec son accord, évidemment. L'autre contrainte, qui est une contrainte normale, je dirais, sur un site industriel, c'est qu'on n'a pas de Wi-Fi partout, notamment lorsque vous êtes en sous-sol. D'accord ? Donc, du coup, nos solutions, nativement, fonctionnent hors ligne. Et on a un léger différé pour transférer les informations dans le système du client. Simplement, dès qu'on récupère du réseau ou dès qu'on revient au bureau, on reconnecte nos unités numériques et puis là, il y a un transfert des informations. Donc, que peut-on attendre et qu'attend-on aujourd'hui des solutions de réalité augmentée ? Il y a une fonction qui, moi, me semble fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'expert déporté. Alors, elle est intéressante, notamment pour les gens qui fabriquent des machines et qui, derrière, les vendent à leurs clients et qui doivent en assurer un service après-vente. Du coup, avec ce type de solution, vous réussissez à faire une connexion directe de la machine installée sur le terrain, chez votre client, avec vos
avec vos experts qui sont dans vos bureaux d'études. Il y a une deuxième application de l'expert déporté qui est que lorsque vous avez un tout petit peu de turnover dans vos effectifs, généralement, vous avez des débutants qui arrivent et qui doivent être formés. Du coup, ce type de solution permet de faire une connexion entre le débutant et l'expert dans votre équipe qui va l'aider à dépanner et du même coup aussi à faire sa formation dans le temps. Donc la fonctionnalité d'expert déporté qui utilise en fait tous les canaux de communication, le son, l'image, est une vraie attente dans notre environnement industriel. Le deuxième point, c'est la solution main libre, que je mets en parallèle avec la complexité des équipements. Nos machines, aujourd'hui, industrielles, deviennent de plus en plus techniques. Et lorsqu'on arrive sur certains équipements de nouvelle génération, lorsqu'on commence à ouvrir les machines pour les réparer, du coup, on se retrouve très rapidement devant tout un tas d'informations dont on ne dispose pas forcément, et surtout sur le terrain. Et du coup, ce type de solution va guider l'intervenant pas à pas dans son dépannage. Et le côté main libre est là fondamental. Et puis enfin, la troisième attente que l'on a avec ces outils de réalité augmentée, c'est la connexion temps réel. Ou légèrement différé, vous avez compris qu'on n'était pas continuellement connecté sur le réseau. Deuxième cas d'application, c'est la maintenance prédictive. Alors là aussi, nous sommes équipés d'un outil qu'on appelle P-Orbs, qui permet de faire des analyses de séquences temporelles. Donc en gros, ça permet de trouver des relations d'influence entre les variables de vos équipements, donc tous les capteurs et tous les connecteurs de vos lignes de production. On les met dans une même et seule base de données et on va explorer cette base de données pour trouver des relations. Alors comme ça paraît facile à faire. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on est vraiment dans du big data. L'avantage de ce type de solution, c'est que, je dirais, de ce que j'ai vu, c'est que les gens qui exploitent les installations de production pensent absolument qu'ils maîtrisent totalement le process. Ce qui est bien, hein, c'est d'ailleurs leur métier. Mais le fait d'ajouter en parallèle des variables qu'ils regardent quotidiennement, des variables qui sont issues de capteurs qu'ils ne regardent pas forcément, et aussi des variables qui sont issues des milieux de la maintenance ou de la qualité, cette richesse d'informations va leur donner un autre éclairage en fait, sur le fonctionnement de leur installation. Et ils vont trouver d'autres règles qui vont leur permettre en fait, de garantir une zone de fonctionnement de leur processus qui leur permettra d'avoir, par exemple, la meilleure production avec la meilleure qualité. C'était le cas de figure qu'on avait à étudier sur une raffinerie, donc dans une unité d'hydrocraquage, produire le maximum d'hydrogène avec la meilleure qualité et avec la consommation d'énergie minimale. Qu'est-ce qu'on attend en fait de la maintenance prédictive aujourd'hui qui s'appuie sur le big data? Je ne parle pas de la maintenance prévisionnelle telle qu'on l'a fait classiquement en maintenance, vraiment celle qui s'appuie sur le big data. Eh bien, on en attend toujours plus de disponibilité, c'est clair. Anticiper les opérations, en fait, pour limiter les arrêts en cours de fabrication. Et puis, le dernier point, qui moi me paraît très important, c'est de capitaliser la connaissance. En fait, le fait de graver dans de l'algorithmie des règles de production permet finalement de capitaliser cette connaissance. Et donc vous êtes un petit peu moins sensible au turnover de vos effectifs, au départ en retraite ou d'autres phénomènes de ce type-là. J'ai mis sur ce slide trois champs d'activité sur la maintenance prédictive. C'est l'Internet des objets, l'analyse géométrique et l'analyse statistique. Simplement pour vous dire, la maintenance prévisionnelle, celle qui s'appuie sur les grandes quantités d'informations, couvre plusieurs champs technologiques différents. L'Internet des objets
est lié à la maintenance prédictive et la maintenance prévisionnelle. Parce que justement, souvent, vous n'avez pas la bonne variable, simplement pour pouvoir prédire. Et donc, ces trois technos sont liés les unes aux autres. Il suffit juste de le savoir. La techno dont je vous ai parlé dans le cas d'usage, on est sur de l'analyse géométrique. C'est-à-dire qu'on est sur de l'exploration de données multivariables, plusieurs dimensions. On n'a pas fait de modèle prédictif. Donc on ne rentre pas dans la statistique. Donc nos règles d'asservissement, nos règles qui permettent de piloter l'installation sont robustes. Elles ne sont pas soumises à des modèles statistiques, qui est le dernier champ d'application. Troisième cas d'usage, c'est les outils de mobilité. En 2011, donc 4 ans après la sortie de iOS et d'Android, nous avons réalisé notre premier programme sur smartphone et tablette, et c'était sur le système Android, pour gérer nos activités de maintenance. Ce système porte un nom, il s'appelle Tipeee chez nous. Il est utilisé en interne, mais aussi en externe. Donc, le cas de figure que je vous montre là, c'est Uxello, qui est une entreprise du groupe Vinci Énergie, qui s'occupe des systèmes d'incendie. Et donc, aujourd'hui, Uxello utilise ce logiciel Tipeee, qui permet de connecter 140 techniciens sur 1600 clients et qui génère annuellement 90 000 rapports, juste pour vous donner les quantités. Et évidemment, l'attente de nos clients, c'est d'avoir les rapports d'intervention dès que l'intervention est terminée. Alors, la particularité du logiciel, c'est que nous interagissons totalement sur son contenu. C'est nous qui créons les formulaires et c'est nous qui créons les processus clients. C'est-à-dire le formulaire, une fois qu'il existe, le papier d'intervention, vous savez que suivant les clients, il va suivre des parcours différents et il va impacter des gens différents. Du coup, c'est nous qui configurons, client par client, les processus, donc le chemin d'information que va suivre les documents que nous remplissons. C'est la particularité. C'est vraiment je dirais, c'est notre besoin. C'est notre besoin. Et donc, du coup, on s'est équipé de ce type de logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des outils de mobilité, tant du côté d'Actemium que du côté de nos clients? C'est tout d'abord une solution temps réel. Parce que l'objectif est de réduire ce qu'on appelle les temps sans valeur ajoutée qui sont liés à la ressaisie d'informations. Et nos clients apprécient, mais nous aussi d'ailleurs, enfin notre encadrement apprécie d'avoir l'information tout de suite après l'exécution de l'intervention. On voit aussi une deuxième fonctionnalité qui est en train d'apparaître, qu'on appelle l'outil tout en un. Le fait d'avoir équipé nos techniciens de smartphones et de tablettes nous permet d'intégrer d'autres applications que de simples utilitaires, on va dire, de GMAO. Et donc aujourd'hui, on intègre de plus en plus d'applications qui nous permettent, par exemple, d'avoir accès à de la documentation, d'avoir accès ou de simuler des systèmes de mesure et de les enregistrer, de les intégrer dans nos environnements. Donc l'outil tout en un est en train d'apparaître avec ce qu'on appelle les outils de mobilité. Et puis le troisième point, c'est l'application dédiée. Donc, vous l'avez compris, et ça c'est quelque chose que nous avons vu très tôt dans nos activités, on ne peut pas utiliser un logiciel universel, quel que soit le thème que l'on cherche à aborder. Du coup, on s'est doté d'un logiciel qui est hautement configurable par nos effectifs, par notre personnel, pour pouvoir justement adapter notre logiciel en fait, au type de contrat et au processus que l'on est en train de maintenir. Et donc, du coup, il y a aussi ici une capitalisation en fait, de nos connaissances sur un support numérique. Alors, le quatrième champ d'action, la quatrième thématique, ce sont les IoT. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment je traduis IoT, mais en fait, et surtout des cas d'application sur les IoT, chez Vinci Énergie, nous en avons énormément. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, et ça, je pense que nos clients ne le savent pas forcément,
nous avons au sein de nos entreprises des entreprises qui font de l'électronique et qui travaillent depuis plusieurs années sur des applications militaires, des applications civiles, mais dans l'industrie, et qui fabriquent en fait à la demande des cartes électroniques. Donc typiquement, Fournier Groupeau Cineris, qui est basé à Toulouse, travaille depuis des années sur la conception de cartes électroniques. Donc si vous avez des petites séries bien spécifiques à créer, vous pouvez vous adresser à Fournier Groupeau Cineris. Ils ont commencé à une époque où on ne parlait pas encore d'IoT, hein, donc du coup le terme n'existait pas. Qu'attend-on de l'Internet industriel des objets? Alors, on attend, ce qu'on recherche en pratique, c'est d'avoir des capteurs et des actionneurs sans fil. Alors je précise, sans fil, c'est sur la partie données, d'accord, pas sur la partie énergie. Alors pourquoi? Parce qu'on recherche en fait à mettre sur nos sites très rapidement des capteurs et des actionneurs pour tester en fait des améliorations de notre process. Et donc, si on veut le faire à moindre coût, eh bien, ce type d'approche, donc avec de la transmission de données sans fil, est particulièrement efficace et surtout, elle est rentable. Vous imaginez, il y a quelques années, lorsqu'il fallait changer tous les programmes d'automates, tous les schémas électriques, avant de réaliser une intégration d'un capteur ou d'un actionneur dans un processus. Aujourd'hui, on travaille totalement en parallèle et ça nous permet de tester nos différents projets d'amélioration et du coup, une fois qu'on est sûr que notre approche fonctionne, de les intégrer industriellement. Car même si le sans-fil est très intéressant, dans l'industrie, il y a quand même une réalité, c'est que nous avons du fil partout, des alimentations électriques partout, et donc on peut s'affranchir totalement du sans-fil, évidemment. Mais ça, c'est la partie industrialisation. La deuxième fonction que l'on attend de l'Internet des objets, c'est de l'intelligence intégrée, ou autrement dit, de l'informatique distribuée. Ça, c'est une tendance qui est fondamentale. L'erreur la plus communément pratiquée par les gens qui travaillent sur l'IoT, c'est de déporter l'intelligence sur un serveur quelque part dans le cloud. Ce n'est clairement pas la bonne approche. Aujourd'hui, la traduction, je vais le dire, la traduction de l'IoT, c'est objet, intelligent et connecté. L'intelligence, elle est locale. Elle est dans l'objet. Les calculs se font dans l'objet. Et ça change absolument tout dans notre façon de concevoir les installations et aussi dans nos façons de gérer l'information. Donc, c'est cette partie-là qui est fondamentale hein, sur l'Internet des objets, c'est que l'intelligence, les calculs qui sont réalisés dans les différents objets. Et évidemment, une mesure seule n'a pas grand intérêt. C'est le troisième point, ce qu'on appelle le machine-to-machine, donc en gros les protocoles de communication entre les objets locaux, qui fait que ces différents objets, demain, et même aujourd'hui, communiquent entre eux et permettent de calculer localement d'autres fonctions encore plus complexes, et donc tous les calculs sont faits localement. Ça modifie profondément notre façon de concevoir les systèmes industriels, cette approche-là. Donc voilà, là c'est un petit résumé de toutes les applications que je vous ai montrées, d'accord, avec les différents noms. Alors, on ne le voyait pas très bien sur l'écran, mais en bas des slides, vous avez un contact, d'accord, un mail, un contact. Si vous voulez avoir plus d'informations sur chacune de ces technos, n'hésitez pas à envoyer des mails et à prendre contact avec les personnes qui sont référencées sur les slides. Donc, tout ça pour en arriver sur le troisième facteur clé de succès. Et là, je vais revenir, puisque vous avez compris qu'aujourd'hui on parle beaucoup en anglais dans l'industrie 4.0, je vais revenir quelques années en arrière. À l'époque, la mode, c'était le japonais. Donc, je vais vous poser une question qui est très simple, c'est est-ce qu'on utilise une approche Kaizen ou Kaikaku,
Kaikaku, en innovation de maintenance. Et donc, en bas, vous avez la traduction des mots japonais. Est-ce qu'on utilise une approche d'amélioration continue ou un changement brutal dans les innovations en maintenance? Ce retour d'expérience, là, il s'appuie en fait sur l'ensemble des cas de figure et l'ensemble des projets que je vous ai montrés. Notre expérience aujourd'hui montre que nous avons progressé de manière continue, avec nos clients, pas à pas, et jamais de manière brutale. Donc aujourd'hui, notre approche, c'est de continuer évidemment à utiliser ce pas à pas, car il faut comprendre qu'il y a des obstacles qui sont liés au vocabulaire et aux connaissances, certes, mais tout ça, ça se résume en disant qu'il y a un aspect maturité des deux parties qui rentrent dans un projet qu'il faut gérer. Donc ce que nous conseillons, c'est effectivement d'y aller pas à pas. J'espère que vous avez compris que du côté industrie, vous avez entièrement possibilité de faire vos différentes analyses, de définir vos projets, de définir vos budgets, et éventuellement de trouver aussi des ressources qui vont bien pour constituer l'équipe projet. Mais cette approche pas à pas va vous permettre simplement d'aller graduellement, de monter graduellement en maturité. Un premier projet, un deuxième projet, et l'objectif de cette progression, c'est d'en arriver effectivement à intégrer des solutions ou des services qui sont de plus en plus complexes dans votre industrie et de créer ce qu'on appelle un écosystème qui est lié en fait à votre processus, à votre installation de production. Et c'est la vôtre, d'accord ? Et dans cet écosystème, on va retrouver des fournisseurs de solutions, certes, mais peut-être aussi, et c'est ce qu'on voit aussi de plus en plus, des spécialistes dans certains domaines, comme par exemple dans le contrôle-commande, et souvent ces spécialistes, on les trouve dans les universités ou dans les écoles. Alors, je voudrais partager un dernier point avec vous, qui remonte donc à la petite histoire que j'ai racontée au début. Donc il y a 5 ans, on m'a dit « tu vas t'occuper des sujets de maintenance 4.0 ». Autant vous dire que je n'avais pas compris quelle était l'importance de ces sujets. Pour moi, la maintenance, c'était la maintenance sur le terrain, la maintenance opérationnelle. Et ce qu'on appelait le 4.0, c'était un concept qui m'échappait totalement. Mais à force de travailler dans ces environnements avec les gens qui sont passionnés par cette industrie, on tombe par exemple sur ce type d'analyse comparée. Donc ce type d'analyse comparée, vous voyez ici 7 points qui ont été relevés dans les différents programmes nationaux qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie pour le futur, etc., etc. Donc ces 7 points, c'est relocaliser l'industrie via de nouveaux modèles, maintenir la valeur ajoutée par la compétitivité, devenir des leaders globaux en solutions 4.0, internationaliser avec un risque faible, améliorer le digital via les startups et les écosystèmes, augmenter la satisfaction au travail des employés et améliorer la durabilité et l'image de son entreprise. D'accord ? Le point qui me touche le plus, c'est le premier point. C'est relocaliser l'industrie chez nous, en changeant les modèles. Alors je vous dis ça parce qu'après 20 ans d'expérience professionnelle en projet et en maintenance, j'ai vu disparaître un bon nombre d'industries en France. Et étant donné que notre quotidien est de travailler pour préparer l'avenir de nos enfants, je considère que ce point-là, nous pouvons aujourd'hui le maîtriser. Et c'est cette approche des projets de l'industrie 4.0 qui nous permet de le faire. Donc, le dernier facteur clé que je vous propose, il est très simple, c'est de dire « pensez grand, commencez simple, mais commencez maintenant ». Alors, merci. Merci pour cette très belle présentation, très concrète également. On a vu
avant de lancer les questions, on a vu que cette démarche, donc effectivement, ne doit pas être brutale. Pour autant, il y a, j'imagine, des réticences au niveau de certains salariés, c'est ce qui est normal. Quelles ont été, comment vous les avez passés? Comment vous avez réussi à convaincre tout le monde de passer, et sinon à marche forcée, en tout cas à tous ces outils de mobilité? Alors, je vais répondre par un exemple très simple. Ce sont les tablettes. Quand on a mis en place les tablettes dans nos équipes, il y avait un petit peu de réticence, beaucoup d'a priori. Moi, personnellement, je pensais qu'il fallait acheter des tablettes durcies, très solides, parce qu'on allait nous les casser. Enfin, voilà, j'avais une petite peur, on va dire, de ce côté-là. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est probablement d'ailleurs une des raisons, enfin aussi un facteur clé du succès, c'est que ces tablettes sont devenues un outil à part entière du mainteneur. C'est-à-dire qu'il y avait un service qui était fourni à l'intérieur de ces tablettes, donc notamment ne pas retaper le rapport en fin de journée. Enfin, je vous le dis, c'est très basique, hein, mais retaper le rapport en fin de journée, c'était quelque chose qui agaçait un petit peu tous nos intervenants. Donc du coup, si vous donnez aux utilisateurs un objet ou un concept ou quelque chose qui lui rend service, c'est gagné. Et pour en revenir sur la tablette durcie, non, finalement, on a acheté des tablettes du commerce et les gens en prenaient soin, mais parce que c'était un outil de travail, c'est devenu un outil de travail à part entière. Et donc, je pense que c'est ça la technique, d'accord? C'est de vraiment comprendre quel est le service que l'on rend à notre personnel. Si vous vous rappelez un des points qui était sur le slide précédent, on avait augmenté la satisfaction au travail des employés. Bah, typiquement, ça en fait partie. Voilà. Beaucoup. Y a-t-il des questions? Tout était très clair. Non. Combien de temps ça a pris de mettre en place ces solutions-là? D'autant que chez Actemium, il me semble, c'est beaucoup de petites entités, des entreprises très différentes. Comment vous avez fait finalement pour mettre en place tout ça? En quelques mots, évidemment. Oui, en quelques mots. Donc il y a 5 ans, je commençais à travailler sur le sujet, et il y a 5 ans, on n'avait absolument pas on va dire, de solution nommée. Typiquement, là vous avez vu, je vous parle je cite des noms. Alors ce ne sont pas des noms de produits, parce qu'on ne travaille pas dans ce type d'activité commerciale, ce sont des noms de solutions. Mais il y a 5 ans, on n'avait pas ce type d'approche. Et aujourd'hui, on est en train de changer un tout petit peu d'approche marketing, donc de façon de communiquer sur le marché, donc en nommant nos différentes solutions. Et ça, c'est particulièrement important. Et effectivement, j'aurais tendance à dire qu'en 3 ou 4 ans, on a complètement changé notre façon d'aborder nos différents projets. On a beaucoup communiqué en interne sur les innovations technologiques, et les entreprises ont vraiment pris le relais parce qu'elles ont vu les différentes opportunités qu'il y avait derrière chacune de ces technologies, comme je vous les ai expliquées là. Et du coup, voilà, il faut... Après, c'est difficile de dire en combien de temps on peut le faire. J'aurais tendance, nous, on a pris environ 3 ans avant vraiment d'être convaincus qu'il y avait quelque chose d'important pour nous dans l'industrie derrière. Vous aviez évoqué également la réalité augmentée pour notamment pallier des problèmes de qualification des techniciens. Le turnover, hein, les débutants qui arrivent et qui... Je pense que tout le monde sait ce que ça représente. Et d'après ce que j'ai compris, et d'après ce que j'ai compris, pour solliciter un technicien plus expérimenté, pour autant, est-ce que vous vous servez de la réalité augmentée pour former à proprement parler vos agents, vos techniciens? Alors, la formation elle peut être liée à la réalité augmentée, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus utilisée sur la réalité virtuelle.
C'est-à-dire qu'on va recréer un environnement, enfin l'environnement industriel que vous connaissez, et on va mettre en immersion la personne à l'intérieur de cet environnement pour venir répéter des séquences d'intervention. Aujourd'hui, c'est utilisé dans très peu d'industries, mais il n'empêche que les industries qui les utilisent le font depuis très longtemps. En fait, c'est l'industrie nucléaire qui utilise ce type d'approche, par exemple, ou l'industrie spatiale, mais pour d'autres opérations que sur Terre. Et du coup, aujourd'hui, l'approche, enfin le coût de mise en œuvre des solutions de réalité virtuelle a diminué de manière conséquente. Il y a quelques années, il fallait construire ce qu'on appelait une salle immersive, et ça coûtait énormément cher. Aujourd'hui, vous arrivez, je vous garantis que c'est assez surprenant, mais sur un salon, et je pense que vous en avez tous vu, on peut faire de l'immersion. Donc il n'y a plus besoin de salle immersive. Du coup, ça tourne sur des PC qui sont juste à côté de vous. Vous avez besoin de 2 capteurs, de petites lunettes, et puis voilà, c'est parti. Donc la formation des intervenants se fait plutôt sur la réalité, dans un environnement de réalité virtuelle. Il se trouve que l'environnement virtuel et la réalité augmentée fonctionnent et sont développés exactement dans le même environnement logiciel. Donc ça s'appelle Unity, pour les spécialistes. Et en fait, la tendance que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est de réaliser de la formation donc, avec un support de réalité augmentée, mais dans un environnement virtuel. Et une fois que vous considérez que vous êtes formé, vous mettez toute la partie réalité augmentée sur le terrain, vous coupez la réalité virtuelle, et ça marche comme lorsque vous étiez en formation dans l'environnement virtuel. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Tout à l'heure, vous parliez des IoT et de ne pas mettre l'intelligence centralisée, mais de la laisser dans l'IoT. Pourquoi c'était le bon modèle, ça? Et y a-t-il des technologies, d'ailleurs, à ce niveau-là, matures en tout cas? Oui, alors, très simplement, vous savez qu'une partie de l'industrie est animée par ce qu'on appelle la cybersécurité. La thématique de la cybersécurité intervient quasiment en permanence. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a rajouté dans notre environnement la partie sans fil, par exemple, d'accord? Et aussi la partie cloud, d'accord? Il faut imaginer que dans l'industrie, si vous n'êtes pas capable de dire à votre client final « je vous garantis que ma liaison sans fil ou que ma liaison Internet ne va jamais tomber en panne », si vous n'êtes pas capable de dire ça, eh bien, vous ne pourrez pas installer de processus 4.0 dans l'industrie. Parce que c'est la première contrainte du milieu industriel. C'est nous ne pouvons pas imaginer ou tolérer une rupture de service. C'est juste inconcevable. Et heureusement que c'est inconcevable, parce que si on tolérait une rupture de service sur une centrale nucléaire, je vous raconte même pas les dégâts. Donc c'est hors de... Donc il est hors de question d'utiliser des technologies sans fil et le cloud, d'accord, l'Internet, on va dire, pour traiter et produire dans le milieu industriel. Donc à partir de là, on a vu autour de nous, mais ça c'est l'historique, c'est l'histoire de notre évolution technologique. Les premières solutions qui sont arrivées avec un traitement, l'intelligence qui était dans les serveurs, des calculs qui se faisaient très loin en fait de chez nous, et qui vous ramenaient l'information. Une partie de l'explication de cette architecture-là, du management de la donnée, est liée en fait à la captation de la donnée. Les entreprises devaient avoir de la donnée pour faire évoluer leur algorithmie. De notre côté, côté industriel, ce n'est pas la question. Nous n'en avons pas besoin de la donnée, nous avons besoin de la traiter. Nous avons besoin de réagir sur cette donnée-là et d'agir sur le processus. Et tout ça se fait localement. L'avantage d'avoir du cloud, d'avoir de l'Internet et de pouvoir sortir de la donnée,
c'est plutôt la partie projet, c'est-à-dire la partie proof of concept, enfin la partie étude de faisabilité que l'on va pouvoir faire rapidement et à moindre coût. Mais une fois que le concept a été validé, que la faisabilité est démontrée, pourquoi voulez-vous qu'on reste dépendant d'une connexion Internet? Ça n'a pas de sens. Et de toute façon, on le refuse. Sur le principe, on le refuse. Donc en fait, on a eu, enfin pour répondre à votre question, c'est toute l'approche qu'on voit apparaître dans l'industrie. On communique beaucoup plus aujourd'hui sur le traitement justement local. Alors pour les anglophiles, on appelle ça l'approche edge. En fait, on va calculer localement. Mais ça a du sens, réellement, pour assurer simplement un taux de disponibilité de vos capteurs, de votre algorithmique qui est maximum. Et d'un point de vue conceptuel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est sur de l'informatique distribuée, c'est-à-dire on va avoir une capacité, une puissance de calcul sur nos installations qui va être distribuée à peu près, enfin sur tous les capteurs et sur tous les actionneurs. En termes de conception, c'est une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle façon de concevoir nos installations. Je ne sais pas si je vous ai... Non, juste pour qu'on rigole un tout petit peu, aux États-Unis, il y a quelques années, alors j'ai plus les dates, hein, je suis désolé, je n'ai pas révisé en arrivant, mais il y a quelques temps, je crois que c'était février 2017, il y a eu un redémarrage de tous les serveurs Amazon, qui est lié à une faute, enfin une erreur de manipulation d'un intervenant. Donc tous les serveurs de la partie sud-est des États-Unis ont redémarré. Donc ça prend plusieurs heures. Hein. Ça prend plusieurs heures. Et les conséquences de ce redémarrage ont été qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des solutions clés en main qu'on appelle qui permettent de gérer vos maisons, qui permettent d'ouvrir vos portes, d'allumer vos lumières et de réguler votre chauffage. Donc vous imaginez que pendant 6 heures, il y a eu un blackout complet, les personnes n'arrivaient même plus à rentrer chez elles. Voilà, c'est juste pour dire, voilà une des conséquences de l'intelligence qui est déportée dans les serveurs. Donc, non. Très bien. Sur cette note d'humour, on va dire, en tout cas, ça avait lieu en hiver, hein, c'est ça? Février, oui, d'accord. Donc à février à New York, ça doit être... Très bien. Nous allons clore cette matinée de conférence. Je vous dis à tout à l'heure. Cet après-midi, nous aurons un cas d'application chez Tipiac pour la mise en place d'un outil GMAO. Et enfin, finirons avec le groupe Endel NG. Également, on parlera d'industrie du futur et de maintenance 4.0 et connectée. Merci à tous et bon appétit.